Et en plus, nous n'aborderons même pas les problématiques liées à d'autres aspects de la francophonie, entre autres notamment nos amis africains qui ne sont pas ici, mais qu'il faudra sans doute intégrer lors de prochaines rencontres. Donc le format de cette présente rencontre nous impose des choix difficiles quant au thème abordé. Il y en a de multiples. Les questions retenues rejoignent cependant les préoccupations d'un grand nombre de parmi vous. Tout d'abord, le premier aspect qui sera abordé sera quel avenir pour les bureaux et services des relations internationales au sein des établissements supérieurs. Effectivement nécessaire de réfléchir au rôle du principal dispositif dans l'internationalisation de nos établissements respectifs. De même, il est important d'examiner la place des établissements francophones dans les consortiums ou les partenariats multilatéraux, de réfléchir donc à une approche concertée, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. L'internationalisation des programmes professionnalisants, le développement des doubles diplômes, notamment au deuxième cycle, ou des partenariats de recherche sont à la base de nos stratégies d'internationalisation et manquent parfois leurs objectifs dans leur réalisation. Comment faire pour développer des approches efficaces dans ces domaines? J'espère que nous pourrons répondre, au moins effleurer un peu ce genre de questions aujourd'hui. De plus, le dernier point qui sera abordé, ce sera le point sur les organismes internationaux comme l'ONU, qui peuvent avoir sur l'agenda de la recherche internationale des universités une très forte influence qu'il est important de mettre en lumière. Donc tous ces thèmes permettront un début de réponse à notre interrogation. Quelle forme devra prendre l'Université d'Ottawa ni dans la plupart de nos universités, en France, au Québec, en Suisse, de vice-recteurs aux relations internationales. Les services relations internationales existaient, mais parfois c'était une personne à mi-temps qui s'occupait un petit peu de cela, et il y avait encore moins de plans stratégiques internationaux dans nos universités. Et on faisait de temps en temps quelques petites actions de marketing. Aujourd'hui, il faut nécessairement se positionner au niveau international, il faut se faire connaître, il faut attirer les meilleurs chercheurs, les meilleurs étudiants, connaître aussi les meilleures pratiques, et certains ont flairé l'aubaine. Vous voyez tous, on fait tous à peu près le même métier, l'explosion des salons de recrutement de toute nature qui demandent des frais assez élevés pour qu'on puisse aller présenter son université. Et puis les salons professionnels, aujourd'hui, la première chose qu'on doit apprendre quand on commence les relations internationales, c'est ce que signifient les acronymes NAFSA et AIE, APAI et évidemment AIEA. Évidemment, participer à ces réunions, c'est extrêmement cher pour les participants, mais il y a beaucoup de monde, donc cela signifie qu'il y a que les choses ont évidemment changé et qu'il y a une volonté de se rencontrer, de modifier notre manière de travailler. Et de même, dans la plupart de nos universités, on a vu évidemment internationalisation des étudiants, mais aussi des professeurs, le fait qu'on met de plus en plus d'experts internationaux dans les commissions de recrutement de professeurs, le fait aussi qu'aujourd'hui, quand on engage un professeur et qu'il n'a pas dans son CV quelques articles en anglais, il y a nécessairement un collègue pour lui demander comment ça se fait que vous n'avez pas publié en anglais, il y a un problème ou que se passe-t-il? On a vu aussi les sites web de nos universités francophones se bilinguiser. Il y a aujourd'hui de plus en plus, on essaye d'avoir des sites bilingues, et dans mon université, quand un chercheur tombe sur une partie du site qui n'est pas encore traduit, ça fait des vagues et ça remonte jusqu'au rectorat pour dire ça ne va pas dans une université digne de ce nom, il doit y avoir un site web complet en anglais. C'est dire que nous vivons en fait l'internationalisation au quotidien, parfois sans s'en rendre compte, et c'est tout de même au cœur de nos préoccupations. Donc on écoute, on observe, on regarde surtout ce que font les autres pour essayer de copier les meilleures pratiques. Il est donc nécessaire de dialoguer avec tous les partenaires au-delà des différences culturelles et linguistiques. Et bien entendu, on a choisi comme langue le plus petit commun dénominateur qui était l'anglais.
L'international, on le sait, a renforcé le poids de l'anglais comme une sorte de lingua franca, et pas seulement dans le monde académique, bien entendu. On ne parle plus tous que de ranking, de développer nos Master Full English, et l'on développe et on participe à des rencontres comme celle qui vient d'avoir lieu, qui se tiennent exclusivement en anglais. Et après 3 jours de débats intensifs et extrêmement riches en anglais, débats qui sont tout de même tenus au cœur de la francophonie nord-américaine, il était logique et je dirais même indispensable de s'interroger un moment sur les enjeux de l'internationalisation pour les établissements d'enseignement supérieur francophones, sur notre place dans ce monde très anglicisé et sur notre positionnement. Et là, on doit tous dire un grand merci à Sylvain Saint-Amand. Quelques enjeux de la conférence. C'est difficile d'abord parce que je n'ai pas assisté à toutes les sessions, c'est impossible. Deuxième chose parce que parfois on a l'impression que c'est nouveau, parfois on a l'impression qu'il n'y a rien de nouveau dans la conférence. Un des derniers ateliers auxquels j'ai assisté, il s'appelait justement en français, je vais le traduire, les enjeux stratégiques, ou le comité des enjeux stratégiques de l'AIEA. Et il y a vraiment un comité qui identifie des enjeux sur lesquels l'association travaille pour la prochaine conférence et les conférences après. Je ne lirai pas la liste, surtout parce qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont américains. C'est vraiment, ça touche les universités américaines. Mais on peut extrapoler de ces enjeux-là parce qu'il y a des similarités avec les enjeux de nos universités européennes et canadiennes et québécoises. Par contre, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est quelques fiertés, disons. Parce que, commençons par les premières que j'ai vues à la conférence. C'est la première fois que ça vient à Montréal. Et c'est une ville francophone. Bon, il y a d'autres langues aussi, mais c'est une ville francophone. Le récipiendaire du prix Classec de l'AIEA, pour la première fois, c'est un francophone de l'Université de Sherbrooke, professeur. Donc, Jacques Proulx de l'Université de Sherbrooke, et c'était le candidat de plusieurs associations et universités francophones. En fait, ce n'est pas l'association elle-même, mais c'est vraiment Sherbrooke, l'UQAM, Laval, Trois-Rivières qui sont proposés sur sa candidature. Pour plusieurs parmi nous ici, c'est la première fois qu'on participe à l'AIEA. Pas tous, il y en a qui ont déjà participé, mais pour plusieurs parmi nous, c'est la première fois. Et cette rencontre, c'est la première rencontre des universités francophones dans le cadre de l'AIEA ou comme un post-événement à l'AIEA. Et je pense que déjà, je vois de très très bonnes choses au niveau international pour nous et au niveau associatif. J'ai essayé de voir de quoi on parle vraiment dans cette conférence-là. Et j'ai essayé de les regrouper comme ça, de façon à vous, comment je peux dire, vous provoquer un peu. On a beaucoup parlé de mobilité, d'échange, de recrutement, de partenariat stratégique. Où sont les amis avec qui j'ai parlé de partenariat stratégique dans cette salle-là? De collaboration, campus à l'étranger, engagement de la direction, implication des académiques, des professeurs, chercheurs, etc. De planification stratégique, de coordination entre nos unités dans la même université, de la satisfaction des étudiants, du coût des études. Les Américains peuvent bien parler, hein, ils viennent chez nous, c'est pas cher. Ils vont en Europe, c'est encore moins cher. Les visas, les questions d'immigration. Nous savons très bien qu'au Canada, nous avons un problème sérieux, des enjeux sérieux d'immigration, de visas, que ce soit pour les étudiants, pour les stagiaires ou pour les autres catégories de chercheurs. Mais on a aussi parlé du rôle de la recherche dans les enjeux mondiaux, comme le changement climatique, les problèmes d'énergie, les problèmes de sécurité internationale, notre rôle comme université dans ces enjeux-là et comment nous pouvons contribuer à résoudre ces enjeux-là. On a beaucoup parlé dans le cadre de cette conférence d'accueil de réfugiés, mais aussi d'accueil de chercheurs, de professeurs réfugiés ou venant de pays menacés.
On a parlé aussi de la formation de nos équipes. Comment on forme, comment on gère nos bureaux, comment on forme notre personnel qui est en charge d'appuyer la collaboration internationale. On a parlé de la professionnalisation du métier, des intérêts nationaux et internationaux. Honnêtement, est-ce qu'on savait vraiment de quoi on parlait, tout ça? Est-ce qu'on a vraiment des bonnes définitions de ce que c'est un partenariat stratégique, de ce que c'est une collaboration, de ce que c'est la mobilité versus les échanges, versus le recrutement? Est-ce que nous recrutons de la même façon que les universités américaines recrutent? Les échos d'intervention d'un collègue brésilien qui est fâché contre notre façon d'accueillir ou d'entretenir des relations avec des universités brésiliennes. Plusieurs ont répété ce que notre ami brésilien a dit, parce qu'effectivement, ça fait quelques années qu'on accueille des étudiants brésiliens. Est-ce qu'on envoie assez d'étudiants de chez nous au Brésil? Et maintenant que la situation au Brésil change, comment cette relation-là est entretenue et comment elle va continuer? Et je me rappelle, José, que la première visite que j'ai faite au Brésil dans le cadre du projet Un silo à côté, puis on dit, bon, ben maintenant, entretenons le silo de l'internationalisation. L'université, ce n'est pas les Nations Unies. Même si on veut traiter la question des réfugiés, ce n'est pas notre travail de remplacer UNHCR. Notre travail, c'est de voir comment notre recherche, plus internationale, fait une différence. Comment notre enseignement, plus international, fait une différence. C'est comment notre engagement dans le milieu communautaire, avec notre communauté, plus un volet, une caractéristique internationale, fait une différence. Donc, ne prenons pas l'internationalisation à côté, s'il vous plaît. On se tire vraiment dans le pied si on fait ça. On recommence. Donc, c'est l'internationalisation de la recherche, de l'enseignement, de l'apprentissage, de notre engagement communautaire. C'est tout ça. Et j'ajouterais à ça une mention qui parfois nous échappe encore. C'est l'intentionnalité. Il ne suffit pas qu'un de vos chercheurs comme moi vous dise hey, allons au Liban, le Liban c'est un bon pays, j'ai de très bons contacts là-bas, je peux y aller, je peux même trouver de l'argent là-bas. C'est pas assez. S'il n'y a pas d'intérêt pour mon institution, pourquoi j'irai au Liban? C'est pas parce que lui, il veut y aller que ça devient stratégique pour nous. C'est stratégique peut-être pour lui. Parfait, vas-y, tu n'as même pas besoin de mon aide, tu n'as même pas besoin de mon autorisation. Donc, l'intentionnalité institutionnelle, que ce soit institutionnellement stratégique. Et c'est là qu'on peut effectivement travailler avec l'intérêt de l'individu pour bâtir éventuellement, ou dire où est-ce que nous en sommes comme francophonie universitaire, pas seulement les 4 pays que nous sommes, mais comme francophonie universitaire, et je ne mentionne pas l'AIF, mais vous l'aurez compris, pour où est-ce qu'on en est dans le domaine de l'internationalisation. Quelle est notre responsabilité envers les autres pays francophones africains, mais aussi asiatiques, moyen-orientaux, etc. Et quelle est notre implication dans les associations internationales. Par exemple, vous avez vu hier que l'AUA annonce qu'il y a des forums régionaux pour lesquels on peut demander de l'aide. Ils ont de l'aide financière si on organise un forum régional. Donc, un forum régional francophone sur l'internationalisation en Afrique. Je vous promets, je quitterai Vancouver pour aller en Afrique pour participer à un atelier ou à un forum de cette nature-là. Donc, nous avons un rendez-vous en 2017 avec l'AUA. J'espère qu'on se verra avant, que vous verrez avant. Mais j'espère que l'année prochaine, on verra plus de pays francophones, mais surtout aussi plus d'interventions, plus de présentations, pas nécessairement francophones, mais venant d'universités francophones. Et je vous invite à demander à l'AIF et à d'autres organisations avec lesquelles on travaille où est-ce que nous en sommes dans l'internationalisation et la francophonie. Merci beaucoup. Vraiment, de nos présentations, c'est un peu de mettre la table sur des discussions à propos des consortiums, les opportunités que ça nous ouvre, donc en tant qu'université, pour collaborer, mais aussi les enjeux que ça nous pose. Et moi, je vais faire à travers quelques expériences et plusieurs qui sont dans la salle font partie des expériences que je vais présenter parce qu'évidemment, on travaille avec d'autres en consortium. Et donc, vous allez vous reconnaître. Donc, c'est le saut à la toute fin. On a un exemple où nos deux universités sont dans le même bateau. Donc, voilà. Rapidement, j'ai bien aimé. C'est le fun parce qu'on est tous en international, fait qu'on est comme en entonnoir. Tout le monde parle des mêmes affaires, sous un autre angle, mais on est assez congruent.
Alors, pourquoi on fait ça, notamment? Ben, d'abord, c'est quoi? Pourquoi on fait ça? Là, c'est mon collègue Adèle en disant que ça a du sens. Ça a du sens, c'est un outil des activités, à quoi ça sert sur le fond. Alors, d'abord, c'est quoi un consortium? Puis là, c'est mon collègue Guy. Comme juriste, nous autres, on ne peut pas partir sans donner la définition au départ. On n'est pas bien. J'espère qu'on aura la même. Non, ben ça, ce serait douteux, surtout dans le consortium de joint venture. Mais d'où j'ai gardé les plus petits dénominateurs communs. C'est une association multilatérale, donc 2, c'est un partenariat, 3, 4, 12, c'est un consortium, déjà on est à plusieurs, donc plus de 2 partenaires. Une alliance stratégique, souvent de partage de risques, des objectifs spécifiques limités communs. Pas des fusions, on laisse ça aux communes, aux autres qui ont des grands débats. Alors, on se dit, on veut faire une chose spécifique ensemble, et là, le terrain de jeu, on le définit ensemble. Et il y a une durée dans le temps, on se donne un objectif, on regarde, puis après ça, on voit comment ça évolue. Mais souvent, les consortiums, c'est à peu près ça. On se dit, on veut faire quelque chose dans une durée de temps, puis on voit après ça si on le renouvelle, si on le continue. Pourquoi on fait ça? Valeur ajoutée, bien sûr, c'est pas pour la beauté de travailler ensemble. C'est plaisant les barbecues, mais des fois, il faut que ça aboutisse. Tu vas m'aider, là, regarde. Mieux faire ensemble. C'est clair que en gestion, on dit quand on peut le faire tout seul, on le fait tout seul. Quand on a besoin de faire tout seul, on regarde qu'on a d'autres qui peuvent le faire avec nous, ou on décide de ne pas le faire. Donc, ou on le fait pas, ou on le fait avec d'autres pour des choses qu'on ne peut pas nécessairement bien faire seul. Donc, les consortiums, c'est souvent ça, c'est parce qu'on n'est pas capable d'y arriver individuellement, donc on se met à plusieurs. Et aussi pour prendre un positionnement stratégique qui nous permet de progresser. Bon, on n'a pas à masse critique, on n'est pas sûr, on ne veut pas investir tant que ça à tel endroit-là. Et donc, on va dans le positionnement se dire qu'on est mieux de faire à plusieurs que d'arriver. Et il y a une stratégie aussi qui est imposée par le marché, la plus grande taille. À l'échelle mondiale, nous sommes tous très petits. Donc, quand on veut rentrer en Chine, peut-être que c'est plus brillant d'y aller en groupe que d'y aller tout seul. Plus grande offre, en commun, on est plus fort en recherche, plus fort en formation, complémentarité de nos choses. Et des fois, c'est une question d'acceptation par les gouvernements. Ben, en Chine, vous pouvez négocier avec le China Scholarship Council tout seul, mais au Brésil, vous ne pouvez pas tout seul y aller. Donc, la nécessité nous dit, ben, il faudrait peut-être y aller en rang serré pour pouvoir passer. Je donne ces exemples pour dire que souvent, c'est des éléments externes qui nous poussent à dire on se met ensemble pour le faire parce que tout seul, ça marche plus ou moins. Okay? Donc, le choix des partenaires d'un consortium, on est tous là. Complémentarité. Si on fait pareil, on est concurrent. Si on est complémentaire, puis là, les gens qui sont en recherche, vous savez de quoi je parle. Si on fait exactement la même recherche, les mêmes choses, on postule sur les mêmes concours, puis on est en concurrence. Si on a des choses complémentaires, là, on peut travailler ensemble. Donc, complémentarité. Compatibilité. Excusez-moi, là, la toute petite université du monde, elle ne fera pas affaire avec Harvard. Okay? La taille, là, on ne va pas faire une minuscule université avec la plus grande université, à moins qu'elle ait une hyper spécialité qu'on peut le faire. Donc, il faut être conscient quand on fait les consortiums d'avoir des partenaires de taille comparable, de manière à ce qu'ils soient compatibles, puis qu'au niveau du poids autour de la table, il y a une certaine équilibre, je dirais. Les ressources, ben, compatibilité des ressources. S'il y en a un qui veut mettre 200 000 dans le projet, puis l'autre qui dit « moi j'ai 2 000 », on a déjà un problème au départ. Et co-notoriété, on veut toujours avoir au moins quelqu'un qui a une aussi bonne réputation que notre université dans un consortium, puisqu'on veut grandir avec l'autre qui sont là. Donc, c'est des critères qu'on va appeler de compatibilité des partenaires. Je vous donne tout ça, là, après ça, j'avais des exemples très concrets, mais vous allez voir que ça atteint beaucoup les mouvements, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec qui. Nos motivations, bien, il faut avoir des objectifs compatibles, les mêmes objectifs au moins, pour arriver. Je mets la prétention entre grands guillemets, ça c'est avec Richard Poulin, le directeur du Bureau international, qu'on parle de ça. La première université du pays, normalement, n'est pas facile à travailler. Vous en avez tous une dans votre temps. Des fois, on aime travailler avec le numéro 2, qui est très bon aussi, mais avec lesquels on peut parler, avec lesquels on peut échanger, avec lesquels on peut bâtir, qui nous considère comme un partenaire égal, au lieu de viser The One, qui vous fait faire dans la salle d'attente votre tour jusqu'à tout ça. Et d'où dans les consortiums, ça va jouer. Moi, j'ai besoin de la prétention. Pour pouvoir avancer, il faut pouvoir discuter, il faut pouvoir négocier sérieusement avec les partenaires. Puis si on n'a pas le même niveau de prétention, là, ceux qui se pensent au-dessus de la mêlée et qui pensent dicter les règles à tous les autres, ben
Ça ne marche pas bien, les consortiums. Et quand on va les constituer, ça va être un considérant. Exclusif, pas exclusif, ouvert à des partenaires supplémentaires ou cercle fermé qui veut faire de quoi ensemble? Toujours question dans le choix des partenaires. Il faut qu'on ait la même vision. Ah, c'est le début de quelque chose qui va devenir bien, bien gros. Ou non, on se met à 5, on y va, mais c'est pour nous autres. Okay? Et ça, cette question-là, dans tous les consortiums qu'on forme, elle se pose. J'ai essayé de dégager des pistes là, qui sont communes, qu'on y arrive. La structure de gouvernance, léger, important, ben ça dépend. Il y a une proximité culturelle, ça existe, on profite de ça. Il y a la présence de la langue française au Brésil depuis longtemps. Je pense que, comme beaucoup de pays en Amérique latine, la langue française, c'était la langue qui a été... Mes parents, par exemple, ils ont appris français et pas anglais, comme moi, à l'école. Donc il y a une présence de langue française. Il y a des liens historiques France-Brésil, des invasions, des pirates, ça, mais après les choses se sont améliorées. Il y a une vraie coopération France-Brésil. Il y a, et ça, je pense que c'est très important, un partage de valeurs sur l'éducation. Donc lorsqu'on parle d'éducation au Brésil ou ici au Québec ou en France, on parle à peu près de la même chose. Et vous allez comprendre, lorsqu'on parle d'éducation aux États-Unis, ce n'est pas la même chose pour nous. Donc ça aide un peu à développer des relations et à créer des choses ensemble. Bien sûr, parce qu'il y a du financement, ou parce qu'il y avait, c'est un peu dur, mais ça va revenir, je suis convaincu, mais plutôt parce qu'on s'aime bien, on se comprend bien, quoi. Ça, pour moi, c'est important. Sylvain, il faisait une blague avec les barbecues, mais c'est à peu près comme ça, quoi. Je pense qu'il faut qu'on puisse travailler ensemble. Il faut... Oui. Je pense que pour qu'on puisse travailler ensemble, il faut qu'on puisse s'entendre bien ensemble. Et là, pour moi, c'est plus facile avec les gens que j'aime bien. Donc là, je vais parler d'un projet qui, à mon avis, c'est un très, très, très bon modèle de coopération développé par le Brésil avec la France. Donc le projet s'appelle Brafitech. C'est un projet de partenariat universitaire dans toutes les spécialités, mais que l'ingénierie. C'est que l'ingénierie qui est inclus dans les projets. On a des groupes d'écoles au Brésil et en France. Quels sont les objectifs? Favoriser l'échange d'étudiants d'ingénierie entre les deux pays dans les deux sens. Donc, il y a des Français qui vont au Brésil. Important. Encourager l'harmonisation des programmes d'études. Donc, voir qu'est-ce qu'on peut apprendre avec les programmes d'études de génie en français, qu'est-ce que les Français ils peuvent apprendre avec la façon dont on enseigne les Français au Brésil, l'ingénierie au Brésil. Et aussi faciliter l'équivalence et la reconnaissance mutuelle de crédits obtenus dans les deux institutions. Vous allez voir comment on arrive à faire ça. Donc c'est un programme qui est coordonné au Brésil par la CAPE, française d'ingénieurs. Les avantages, c'est que le projet il offre la mobilité d'étudiants, bien sûr. Donc c'est des bourses. Vous avez les étudiants, ils sont bien fournis. C'est avec un expériment de 1999 à 2001, 3 fois 100 étudiants, mais après, à partir de 2002, ça a commencé avec une centaine, et aujourd'hui, c'est presque 1 millier d'étudiants brésiliens qui vont en France via 2 projets Brafitech. Il y a à peu près un tiers de Français qui viennent au Brésil aussi avec ces bourses-là. On voit même des stratégies nationales de développement, d'internationalisation, travailler avec les universités dans une perspective d'internationalisation. Je vous ai donné l'exemple du Canada, mais vous pouvez trouver plein d'articles scientifiques, d'analyses comparées, de stratégies nationales d'internationalisation des universités. J'en ai un en tête, là, Suède, une comparaison Suède, États-Unis, France, Allemagne, Grande-Bretagne, puis il manque un pays. Australie, je pense. Et, alors, bref, il y a du matériel comme ça.
Et toujours, Hans David disait, écoutez, quand on regarde les stratégies nationales, on constate qu'elles s'appuient pour l'essentiel sur quoi? 1, la mobilité étudiante. 2, les gains économiques à court et à long terme qu'on peut faire avec l'international. 3, le recrutement des talents. Et 4, le positionnement international. Je vous dis très franchement que je suis un peu d'accord avec lui, mais j'ajouterais manifestement dans les stratégies internationales la dimension recherche qui est pas là. Très clairement, il y a une dimension recherche. Alors, je terminerai ça rapidement en vous disant qu'au fond, vous savez, il y a des cas d'université. Quand on parlait là, de la stratégie, c'est plus complexe, gérer une stratégie internationale, je pourrais vous donner des cas. J'ai un cas en tête très clair d'universités canadiennes qui ont réglé le problème de l'articulation. Alors, le vice-rectorat à l'international, je vais le nommer comme ça, s'occupe à la fois du recrutement international, sur lequel il va chercher une part, il va chercher un pourcentage, on dit, pour alimenter ça, et qui arrive au parfait. Vous avez une stratégie intégrée. Vous avez une stratégie intégrée. Il y a des universités qui fonctionnent comme ça. Je vais vous en donner. Il y a des universités qui ont réglé le problème de l'intégration des 4 composantes en se disant, c'est parfait. On va régler le problème du financement. Regarde, augmente le recrutement, je te donne X%, puis finance le reste. C'est intéressant parce que vous avez un bureau international qui est plus sur le bien-être social, qui est plus dépendant, je veux dire, de la bonne volonté de la direction de l'université pour te donner un peu d'argent. Tu n'as pas d'affaire à aller quémander, je suis correct. Laissez-moi faire, je vais le faire. J'arrête ça là pour le. J'arrête ça là. Alors, j'en arrive aux ODD. Alors, quand on discute comme ça, on discute au fond des stratégies d'internationalisation à l'intérieur d'une mondialisation de l'enseignement supérieur. Ça va? Alors, les ODD, pour moi, les objectifs de développement durable, je les inscris ailleurs. C'est poser la question, comment penser une stratégie d'internationalisation dans un monde qui se globalise? Ça va? Et c'est pas rien que dans l'éducation supérieure qui se globalise. Vous comprenez que ces 4 dynamiques-là, pour moi, produisent quelque chose de nouveau, qui est un espace global de l'enseignement supérieur, à l'intérieur duquel nous sommes le principal acteur produisant cet espace-là, mais je ne rentre pas là-dedans, c'est trop long pour rien, c'est pas ça le cœur de mon monde. Alors, les ODD, pour moi, je veux dire, ils sont intéressants, parce qu'au fond, si vous voulez lire le monde actuellement, il est relativement facile à lire, vous pouvez vous dire, au fond, les spécialistes des relations internationales vont vous dire, écoute, il y a des relations interétatiques, il y a à côté, sur quoi je travaille, il y a un politique monde qui est en train d'émerger. Un politique monde, c'est quoi? C'est des acteurs non étatiques qui sont de plus en plus présents, centrés sur des nouveaux enjeux globaux, transfrontaliers, que Kofi Annan nommait d'une manière très belle, les problèmes globaux sans passeport, qui correspondent à les problèmes de santé, les problèmes d'éducation, de l'égalité, etc., etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient, l'adoption par l'ONU des objectifs de développement durable vient tout simplement de définir l'agenda en développement international, c'est-à-dire jusqu'en 2030, où l'agenda est défini, vous avez les 17 objectifs, je ne suis pas obligé de les reprendre, mais vous voyez le genre de truc. Pourquoi ça devrait, l'hypothèse c'est toujours par rapport au monde francophone, pourquoi ça devrait être intéressant de regarder ça dans le monde francophone? J'ai presque envie de vous dire, parce qu'il y a l'activité qu'on devrait creuser. Pas le temps de développer plus, là, mais si, et je vais vous laisser là-dessus. Vous savez, l'Association des universités européennes a développé un modèle extraordinaire d'internationalisation des voyants de doctorat. Un modèle à 4 variables, là, dans lequel je n'ai pas le temps de présenter. Je vous dis bien franchement qu'il comprend la mobilité, il faut identifier ses capacités en mobilité, en recherche, les structures institutionnelles et puis le profil international. Je suis convaincu que si on demandait à ces gens-là de travailler en disant « Hey, votre modèle, on peut-tu l'adapter en fonction de développer de la coopération internationale ?» Ça pourrait donner, ou peut-être sur la base de vos expériences, mais il y a un modèle que je n'hésiterai pas à faire comme point de départ de la réflexion pour se dire comment s'articuler aux ODD. Vraiment, tout ça fait l'hypothèse qu'on accepte de se voir les universités dorénavant comme acteurs, pas rien de l'internationalisation de l'enseignement supérieur, mais comme acteurs d'un monde globalisé.
où on peut avoir un rôle à jouer, hein, qu'on joue déjà, si on veut, par nos recherches, etc., mais où on pourrait, du point de vue canadien tout le moins, ramener la coopération internationale. Je pense qu'il y a une conjoncture qui se présente là, m'apparaît une piste intéressante à creuser.